Bienvenue dans le 4e épisode de la Revue des Chefs. C'est l'émission, c'est le podcast, vous l'appelez comme vous voulez, où tous les mois on vous partage notre veille, on la décrypte, comme ça vous n'avez pas à le faire. Et en une émission, vous rattrapez les actus importantes de tout le mois précédent. Alors bien évidemment, on fait notre sélection, nous, on n'a pas vocation à tout citer tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit. Parfois on va même regrouper des sujets un mois plus tard parce que ça aura plus de sens. Mais il n'empêche que notre quête, c'est de vous apporter le plus important, ce qui va vous impacter en tant que freelance, en tant qu'agence, pour mieux travailler demain ou anticiper le futur. Moi, c'est Nicolas, je suis fondateur de WP Chef, et notre mission, c'est de former les webmasters freelance à vivre confortablement de leur activité. Tout ça avec des sites WordPress no code, mais techniquement irréprochables, des web designs qui claquent, qui donnent confiance, un référencement naturel optimisé dès le début avec une approche très héroïste, si vous voulez, et surtout une posture de consultant pour devenir un partenaire stratégique pour ses clients et pas un exécutant technique qu'on paye au lance-pierre. Tout ça dans le but de développer une activité pérenne et passionnante et vivre du coup de sa passion. Et aussi en incorporant l'IA à nos métiers parce que franchement ça bouge beaucoup et on va avoir encore une émission avec pas mal d'IA. Et je suis accompagné de Nicolas qui lui aussi est avec moi à WP Chef, il est responsable de la veille. Salut. Salut Nicolas. Alors moi je suis consultant indépendant depuis 2011 et depuis le début mon objectif c'est de développer l'activité de mes clients avec le plus d'efficacité possible tout simplement, et c'est comme ça que je suis arrivé naturellement à faire des sites WordPress en no code. Et maintenant je suis également mentor chez WP Chef pour transmettre ma passion. Voilà. Du coup au programme du jour, on n'a rien de particulier côté WordPress et écosystème. Par contre, on a vraiment de la matière pour le mois prochain entre WordPress 7.0 qui sera en bêta, Divi 5 qui sera en version publique. On va suivre Elementor 4 quand est-ce qu'ils font la bascule et que ce sera, ils disent que c'est stable, mais à un moment ce sera activé chez tout le monde. En attendant ce mois-ci, on a 2 sujets passionnants autour de l'intelligence artificielle. Le but, c'est d'appréhender nos outils de demain, leurs usages, et aussi de se poser la question de s'il y a une bulle et si elle va éclater. Du coup, le premier sujet dont on a envie de vous parler aujourd'hui, c'est la perte de vitesse d'OpenAI et de ChatGPT. En fait, on le voit tous les mois, des benchmarks viennent trancher sur quel est le modèle d'IA, de LLM, le plus intelligent, si vous voulez. À chaque fois, tous les mois, il y a des tests, des classements, aussi et ça. Et là, on voit qu'au final, Gemini, que j'appellerai parfois Gemini, vous verrez, et Claude sont franchement très proches. On est dans un mouchoir de poche. Et en fait, il y a une espèce de basculement qui est en train de se produire parce que OpenAI, qui gagnait tout le temps la bataille avec une avance confortable ou qui se faisait doubler et qui regagnait des places juste après, profitait de cet avantage du premier arrivé, mais les choses sont en train de changer et là, ça devient perceptible. En fait, on le voit parce que déjà, le trafic qui provient de ChatGPT, il est en baisse relative. Attention, pas en baisse absolue. Ça veut dire qu'en fait, il y a toujours de plus en plus de gens qui utilisent des LLM et qui sont amenés vers des sites internet. Mais par contre, il y a une modification des usages. On a de plus en plus de personnes qui utilisent d'autres LLM et donc ça se voit dans la mesure d'audience. Ce qui fait qu'il y a un changement de dynamique. Il y a toujours plus d'adoption, toujours plus de volume, mais il n'y a plus un seul acteur hégémonique, si vous voulez. Et c'est notamment Gemini qui commence à briller et à représenter une alternative sérieuse à ChatGPT. Et en même temps, c'est plutôt facile pour Gemini parce qu'il peut s'intégrer un peu partout, auprès de tous les utilisateurs de Google, en fait. Et là où il y a une facilité déconcertante, contrairement à OpenAI, c'est que Google a juste à dire, et regardez, tous les outils Google que vous utilisez déjà, il y a un petit bouton de Gemini maintenant. C'est à côté. On n'a même pas à forcer, on n'a même pas à ouvrir une application supplémentaire. C'est déjà là. Ce qui fait que OpenAI n'est pas très très content et se débat. Il y a une espèce de pression sur la rentabilité parce que eux, ils n'ont pas l'assise financière de Google. C'est quand même une start-up qui a besoin d'énormément de fonds pour un jour peut-être dominer le monde. Donc là, en fait, ils sont en train de se dire, on va ajouter de la publicité en formule gratuite et aussi dans la petite formule payante qu'ils proposent. Le problème, c'est qu'en fait, ça va éroder la confiance. Un LLM, ça devient un confident. C'est quelqu'un qui nous aide, c'est un partenaire, mais si d'un coup, il est un petit peu trop biaisé, et si à chaque fois qu'on lui demande quelque chose, il nous répond bien, mais qu'à la fin, il y a de la pub, qu'est-ce qu'on va commencer à penser de lui? Ça va éroder quelque chose. Oui, Et alors donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui ils précisent tous que non, promis juré, ça changera rien. Il y a même Anthropic qui a fait une déclaration hier, mais bon, à voir. Hein. oui, Comment être sûr? c'est vrai. Ce qu'on voit également, c'est qu'en fait, il y a certains ingénieurs, des cadres de haut niveau, qui partent de chez OpenAI, parce qu'en fait, il y a une espèce de resserrement stratégique autour de ChatGPT. OpenAI qui en fait faisait de la R&D, donc recherche et développement exploratoire dans pas mal de domaines pour essayer d'innover, de trouver ce qui va fonctionner demain, est en train finalement de dire, ça, on peut plus trop se le permettre pour des raisons financières. On fait plus que du ChatGPT. Maintenant, c'est ça notre produit phare, c'est ça qui va nous faire vivre, survivre. Et du coup, des cadres seniors sont en train de quitter OpenAI parce qu'en fait, ils recherchent de nouveaux challenges plus ambitieux que juste se dire ChatGPT. Voilà.
Et d'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler, Nicolas. Et en plus, l'appétit d'OpenAI ne s'arrête pas là, dans la mesure où en fait, ils essaient d'explorer de nouveaux modèles de rémunération, pas juste les forfaits payants, hein, mais par exemple, un modèle où il serait question d'avoir des royalties et une redevance pour toutes les découvertes qui auraient été faites grâce à leur IA. Alors on peut parler d'un médicament révolutionnaire, d'un matériau avec un super alliage ou un truc comme ça. Et donc là, en gros, OpenAI dit, en fait, oui, c'est bien gentil cet abonnement mensuel que vous achetez chez nous, mais si vous changez le monde grâce à nous, on veut une partie de ces bénéfices-là. Ce qui fait qu'en fait, ça pose de grandes questions après sur la propriété intellectuelle, la dépendance à une intelligence artificielle externe donnée, un petit peu gourmande, et sur la création de valeur. Qui c'est qui a créé cette valeur? Est-ce que c'est la personne qui a posé les bonnes questions à un LLM? Est-ce que c'est le LLM qui a trouvé quelque chose par lui-même? C'est un gros débat éthique quand même, hein. Et du coup, dans cette histoire, donc avec OpenAI qui est en train de perdre de vitesse, on voit que Google, au contraire, est présent sur tous les fronts. Et là, c'est fort, hein, on a commencé à en parler, c'est le fait que Gemini est facilement accessible pour tous les utilisateurs de Google, et déjà en formule gratuite, sans publicité, contrairement à ChatGPT, qui a envie d'en mettre, hein, parce que Google dit, non, on a déjà des revenus publicitaires, nous, avec le Google Ads notamment, avec AdSense, avec YouTube et tout ça. Et donc, vu qu'on les a déjà, on va jouer soft, non, on va vous mettre Gemini à côté, il y a pas de pub, pas besoin. Alors par contre, en version gratuite, c'est juste le modèle Flash de Gemini qu'on a le plus souvent, qui lui est intégré à peu près partout, ce qui fait que c'est pas les capacités les plus de plus haut niveau, mais c'est déjà quand même super bien, hein. Oui, c'est Par vraiment contre, pas loin de GPT 5.2, hein. C'est en mode normal. C'est beaucoup plus économique, beaucoup plus rapide que GPT 5.2 et c'est à 97% des performances de GPT 5.2. Donc Flash, c'est largement c'est supérieur très au bien. modèle. Pour autant, pour ceux qui veulent aller plus loin et aller sur des modèles un petit peu plus forts, hein, notamment les modèles avec Gemini Pro, il y a des offres payantes qui sont proposées par Google et qui sont plus généreuses et limite plus accessibles. Par exemple, il y a la formule Google AI Plus à 8 euros par mois, donc avec des modèles avancés, avec des crédits pour faire de la génération d'images avec Nano Banana Pro, de la vidéo avec leur moteur VO. Et encore, dans cette formule à 8 euros par mois, c'est relativement limité. C'est-à-dire qu'on a accès à de meilleurs modèles, on a des crédits, on a ci, on a ça. Mais il y a d'autres forfaits. Il y a du 22 euros par mois. Il y a du 275 euros par mois. S'il y en a qui ont de très gros usages. Et là, on se dit, ok, ils arrivent à proposer quelque chose de plus fort, moins cher. Et s'il y a de vrais besoins, ils peuvent accompagner ultra loin. Chapeau Google, hein. Et encore une fois, l'intégration, elle est partout. Elle est dans Gmail, elle est dans Google Maps, dans Google Trends, dans Chrome aussi. Alors, c'est aux États-Unis que c'est en train d'arriver, pas encore chez nous. Mais Chrome avec Gemini sur le côté, comme le navigateur Atlas d'OpenAI et ChatGPT, comme Comet de l'autre côté avec Perplexity, arrive aussi. En fait, on va l'avoir à un moment. Et finalement, c'est là où Google a une force de frappe énorme. C'est comme ça qu'ils vont imposer leur intelligence artificielle à eux, en la mettant juste à côté de tous les services qu'on utilise déjà. Ça devient une surcouche qu'on peut ajouter partout. On travaille l'intégration, on fait ça bien. Et moi, je pense que ça va plutôt bien marcher. À tel point qu'on a pu apprendre que quelque part, Apple jette l'éponge. Ils n'arrivent pas à développer leur propre LLM à eux. Je pense qu'ils ont un petit peu trop d'éthique. Ils n'arrivent pas à aspirer suffisamment de données. Ils n'ont pas de ce côté pirate, on va dire, qu'a pu avoir OpenAI ou les facilités d'accès à la donnée qu'a pu avoir Google. Ce qui fait qu'en fait, ils ont dit, ok, Siri, cet assistant vocal nul depuis tant d'années, on veut le transformer en Apple Intelligence et tout ça. On n'y arrive pas. Et alors que, jusqu'à présent, hein, dès qu'il y avait une question complexe, c'était envoyé vers ChatGPT. Là, revirement de situation, vous savez quoi, Siri va être propulsé par Gemini. Ce qui fait qu'en fait, c'est une forme de sous-traitance, si vous voulez. Apple va prendre Gemini, comme on pourrait se dire, tiens, je prends Linux, et ils vont développer leur surcouche par-dessus, leur infrastructure à eux, ils vont faire tourner Gemini de leur côté. Et en fait, on va avoir, parce que en tant qu'utilisateur Apple, moi j'ai très envie de voir ça, hein, on va avoir un Siri très intelligent grâce à Google. Mais c'est pas pour autant que Google aura accès aux données, hein, c'est vraiment séparé. Et en plus de ça, on voit que Google accélère parce qu'en fait, là, il y a plein de bonnes nouvelles qui arrivent en ce moment, alors qu'ils étaient relativement absents et que les choses se faisaient sans eux. Je pense à certains standards qui sont arrivés, comme le MCP, qui a été plutôt l'initiative d'Anthropic. Là, Google dit, et vous savez quoi? Nous, on va sortir le UCP, l'Universal Commerce Protocol, pour faire des échanges entre les IA, les plateformes de e-commerce, les systèmes de paiement. Et en gros, c'est de l'intelligence artificielle agentique. On envoie les IA faire du shopping à notre place. Et donc, ils se sont dit, on va lancer cette initiative. Et puis, on met Shopify dans la boucle, et puis Walmart, et puis ci, et puis ça. Et puis, il n'y a pas WooCommerce. En fait, il n'y a que des entreprises commerciales, on va dire, et pas trop open source.
Pour autant, WooCommerce adoptera très vite le standard UCP. Ils l'ont annoncé, c'est pas un souci, même si quelque part ils n'étaient pas autour de la table au tout début. Ce qui fait qu'en fait on sent le vent tourner là. C'est assez passionnant de voir ça début 2026. C'est OpenAI et ChatGPT qui ont ouvert le marché. C'est eux qui ont dû payer le plus cher quelque part. C'est le fait de faire adopter un outil aussi novateur quelque part, mais Google qui est en retrait, c'est bien rebiffé, on peut dire. Il me semble que les fondateurs, hein, il y a notamment Sergey Brin, qui sont revenus en disant vous savez quoi, il faut qu'on se bouge, c'est maintenant ou jamais. Si on veut gagner cette course à l'IA, il faut s'y mettre maintenant. Ils ont été à Traîne, ils se sont bien réveillés, et maintenant on voit leur force de frappe, leur intégration partout de Gemini qui est ultra facile, et leurs finances surtout, tout ça, ça leur permet de prendre des risques, et ça a déjà l'air de payer. Moi je vous parie que dans un an, on parlera beaucoup moins de ChatGPT et Gemini sera beaucoup plus évident. D'ailleurs, personnellement, moi je peux vous dire, j'utilise beaucoup ChatGPT, mais dès qu'il y a une fonctionnalité d'import d'historique, je vais prendre tout ce qu'il y avait dans ChatGPT, je le donne à Gemini, il apprend de tout ce que j'ai déjà fait en fait avec ChatGPT, parce que moi c'était ma crainte, c'est si je change, je repars de zéro. J'ai un assistant qui me connaît moins, qui sait plus trop comment je fonctionne, comment je réfléchis, et je me dis, mais franchement, dans pas si longtemps que ça, dès que ce sera possible cette intégration, cet import, je testerai pendant une semaine et je verrai si je change ou pas. Toi, tu le vois comment, Nicolas? Alors moi, je me renseigne beaucoup, mais j'ai pas encore fait de transfert de connaissances à un outil en particulier. Voilà, je teste, je me méfie. Et puis, j'attends de voir quelle est la solution qui va émerger. Et puis, surtout, je crois pas vraiment à une solution mono-outil. On va voir un fabricant et lui donner toutes ses données. Et puis voilà, débrouille-toi. Et voilà. Je crois plutôt à l'orchestration de différents outils avec différentes compétences, peut-être avec plus de l'automatisation que de l'IA, parce que l'IA, ça fonctionne pas toujours. Il y a des domaines où enfin, il y a Sage qui s'est rendu compte il y a quelques mois que, en fait, pour faire de la comptabilité, les hallucinations, c'était pas top. Voilà, enfin, il y a des choses comme ça. Donc, à la limite, il y a Notebook LM qui a l'air d'être bien parti pour tout ce qui est assimilation de données, etc. Donc, voilà, pour l'instant, moi je m'en sers encore moins que toi, pourtant Oui. voilà, c'est beaucoup de veille, mais j'attends. Aussi, il faut dire que j'ai beaucoup étudié ou appris Comet à son début, puisque c'était le premier navigateur avec un mode agent. Et puis aujourd'hui, on disait que tout le monde était au même niveau, bah c'est pas vraiment vrai du côté d'Anthropic, qui lui est un peu en train de descendre. Donc du coup, moi je suis beaucoup déçu. Par contre, pour tout ce qui est recherche, en fait, recherche assistée, euh, donc là où il n'y a pas forcément besoin d'avoir une connaissance énorme de mon usage à moi Oui. voilà, de mes données à moi. En termes d'assistant de recherche, une recherche qui pourrait me prendre une demi-heure me prend aujourd'hui 2-3 minutes, quoi, et avec des résultats meilleurs. Donc ça, c'est vraiment un avantage qui va rester, quel que soit l'usage de l'IA à l'avenir. Je pense que ça va rester. D'ailleurs, c'est comme ça que je m'en sers aussi le plus, ChatGPT, et surtout mon assistant de recherche, quand je prépare de nouvelles formations, de choses comme ça. Et il n'empêche que je le vois avec le temps, il va se rattacher à des échanges qu'on a déjà eus plus tôt, et il va, par exemple, à un moment, j'ai beaucoup parlé d'éco-conception avec lui, et pendant les semaines qui ont suivi, peu importe le sujet que je voulais traiter, il allait lui-même le rattacher à l'éco-conception. Et c'était plutôt pas mal de se dire, il y a cette mémoire qui fait qu'on repart pas d'une feuille blanche tous les jours non plus. Donc c'est ce truc-là, même si moi c'est beaucoup un assistant de recherche, je me dis j'aimerais bien que mon prochain assistant ait l'historique de tout ce qu'on a recherché avec l'autre avant lui, surtout. Du coup, on va passer au second sujet. Si vous voulez approfondir, d'ailleurs une des thématiques qu'on vient tout juste d'aborder, dites-le nous, faites-nous en part dans les commentaires sur YouTube, posez vos questions sous la vidéo. On se fera un plaisir de vous répondre, de vous donner nos sources en fait. Et si vous êtes encore là, que vous appréciez le format, franchement, mettez-nous un pouce, abonnez-vous, laissez-nous 5 étoiles. Sur l'application dans laquelle vous nous regardez, vous nous écoutez, ça suit notre travail et puis ça nous incite à faire perdurer ce format-ci. Et une fois que c'est bon, une fois que c'est fait, alors on peut continuer sur le deuxième sujet. Oui. Alors le deuxième sujet, bah, c'est une question que moi je me pose et que je vous pose aussi. On voit tous les mois que l'IA est de plus en plus présente, aussi bien dans les outils, mais aussi dans l'actualité, et même l'actualité politique, puisque on commence voilà, ça commence à faire des remous et on l'a vu avec pas mal de sujets différents. Et la question, c'est est-ce que tout ça est bien soutenable? Parce que si on prend un peu de recul, on vient d'établir que
la domination future de Google dans l'IA était très probable. Mais la domination de Google dans l'IA, c'est bien, mais est-ce que l'IA, c'est pérenne ou pas? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des niveaux d'investissement massifs, c'est du jamais vu, il faut bien le comprendre. Le projet Stargate, qui est maintenant un petit peu vieux, puisque ça a été annoncé en janvier 2025 par la Maison-Blanche, c'était un programme, un vaste programme public-privé d'investissement de 500 milliards de dollars sur 5 ans, je crois. Pour remettre les choses en perspective, le programme Apollo, qui a amené l'homme sur la Lune, en dollars constants, c'est-à-dire en tenant compte de l'inflation, c'était 200 milliards. 200 versus 500. Et le programme Manhattan, donc qui a amené à la création de la bombe atomique, c'était 30 milliards, toujours en dollars constants. Il faut voir qu'on est vraiment sur de l'inédit, on est au-delà de 2 fois plus que le programme Apollo. Mais le programme Apollo et le programme Manhattan, c'était des fonds publics. Là, le projet Stargate, c'est un mélange, d'ailleurs c'est plutôt des fonds privés, hein, et qui dit investissement massif de fonds privés dans des entreprises cotées en bourse, pour la plupart, OpenAI, c'est pas encore le cas, eh bien, dit besoin de rentabilité. Donc, c'est pas du tout le même contexte. On a beaucoup plus d'argent, mais on a beaucoup plus de contraintes finalement. Donc, s'il n'y a pas la rentabilité, il passe où? Il vient quoi cet argent? Il est perdu. Donc en fait, il faut se demander, est-ce qu'on est dans une bulle ou pas? Et c'est un des débats actuels. Alors pour moi, la réponse est assez simple, mais je vais quand même vous guider jusque-là. En réalité, on constate que les régulateurs commencent à froncer les sourcils, et il serait temps d'ailleurs. Pour vous donner l'exemple le plus récent, en France, il y a l'autorité de la concurrence qui vient d'ouvrir une enquête parce que on a l'arrivée de la publicité dans les chatbots et on a aussi la vente en ligne, la vente directe, c'est-à-dire sans sortir de l'assistant. Et on se dit peut-être qu'il y a un risque de distorsion de la concurrence. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que la présence de publicité va changer les résultats ou pas? Ça, on ne sait pas encore. Mais peu importe, il y a quand même un risque de distorsion de la concurrence. Et c'est une initiative française, mais on a un principe je ne sais pas si c'est le bon terme, d'extraterritorialité au sein de l'UE, c'est-à-dire que si une agence française a une action au travers des mécanismes européens, elle peut s'appliquer à tout le territoire européen. Et donc c'est une action française, mais qui se passe dans le cadre du DSA et du DMA, qui sont les deux règlements les plus récents qui vont concerner tous ces acteurs majeurs. Et justement, puisqu'on parle de DMA, la Commission européenne, il y a quelque temps, un petit peu plus longtemps, a ouvert une procédure parce qu'ils ont constaté, ils considèrent que Google favorise Gemini, parce que il y a une association forte entre les deux, alors que finalement, c'est des outils différents qui peuvent être séparés. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un appareil Android qu'on doit utiliser Gemini, et du coup, Gemini ne doit pas être favorisé. Donc, ça peut signifier la fin du privilège de Gemini. Ça peut aussi signifier la fin du partage exclusif des données, c'est-à-dire que la Commission considère que aujourd'hui, les concurrents ne peuvent pas entraîner efficacement leur modèle parce qu'ils n'ont pas assez de données. Donc il y a Google qui verrouille le marché, donc il verrouille l'accès aux données, donc Gemini est favorisé de manière injuste finalement. Donc voilà, donc c'est deux exemples où le régulateur va mettre son nez là-dedans, et la domination de Google, même si d'un point de vue technique elle est très probable, on va quand même laisser vivre un petit peu les concurrents. Ouais. Et puis surtout, on a aussi des inquiétudes par rapport à du financement circulaire. Alors, c'est quoi le financement circulaire? Eh bien, en septembre, on a eu des annonces comme quoi Nvidia prévoyait d'investir 100 milliards de dollars dans OpenAI. Ok, très bien, mais OpenAI, c'est un client de Nvidia. Donc, à quoi ça va servir cet argent? Ça va servir principalement à acheter des cartes Nvidia. Ok, donc du coup, la valeur des deux sociétés est boostée parce qu'il y a un investissement dans OpenAI et il y a des achats de cartes, de la vente de cartes du côté de Nvidia, mais en fait, il n'y a aucune création de valeur puisque c'est Nvidia qui paye pour qu'on achète ses propres cartes. Okay. Donc, c'est ça l'investissement circulaire. Et en plus, l'investissement tarde à se concrétiser. On est en février et il n'y a toujours rien. Et donc, il y a quelques jours, Nvidia a dit oui, mais en fait, c'était pas une promesse, c'était une projection.
et on sent que les relations sont en train de se tendre un petit peu partout, surtout entre OpenAI et tous les autres acteurs. Et ben, depuis cette clarification, c'est l'action Nvidia qui a perdu 10% en 4 jours. Et bon, ça va peut-être remonter un peu, mais quand je vous disais OpenAI n'est pas encore coté, mais s'ils avaient été cotés, c'est sûr qu'ils auraient perdu aussi. Donc c'est un petit peu instable tout ça. Et à côté de ça, donc ça c'est le passé ou le présent, et on a aussi le futur. Il y a eu un sommet à Davos il y a quelques semaines, et on a vu bon, beaucoup de dirigeants, mais aussi des dirigeants d'entreprises. Et il y avait notamment tous les géants de la tech qui étaient présents, puisque bah, ce sont des États avec les moyens, le puissance et les moyens d'un État, donc ils sont là. Et il y avait notamment un entretien public, filmé, une conversation entre le CEO de Google DeepMind, qui est donc la branche recherche, on va dire, d'Alphabet, et puis Anthropic. Et donc ils ont notamment parlé, ils ont parlé assez longtemps, ils ont notamment parlé de sujets qui sortaient un petit peu du quotidien et du terre-à-terre. Ils ont beaucoup parlé des conséquences sociétales du développement de l'IA. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est là où ils se rejoignent les deux. Ils sont d'accord pour dire que d'ici 1 à 2 ans, c'est dans vraiment pas longtemps, l'IA fera le travail d'un ingénieur logiciel du même niveau, et en plus, on aura déjà des boucles d'auto-amélioration pour voilà, où l'IA va s'améliorer elle-même. Et donc, si on ne dépend plus d'un humain, le processus peut s'accélérer, et c'est quelque chose qu'on veille, sur lequel on veille depuis très longtemps. Ils vont même plus loin en disant, bah, d'ici 2030, donc dans 4-5 ans maintenant, on aura des ingénieurs IA de niveau Nobel. Alors, pas pour la direction, mais pour la partie exécution, rigueur scientifique, etc. On pourra juste dire à une IA, ben, fais ça, teste ça, etc. Et elle va concevoir le test, l'exécuter si elle n'a pas besoin d'une prothèse humaine, oui, parce que c'est un terme qu'on voit apparaître, pour exécuter des expériences. Mais si elle est capable de faire l'expérience tout seul, on peut juste concevoir l'expérience, l'observer et puis faire la conclusion. Voilà, voilà. Donc, si on revient à des choses un petit peu plus, parce que la recherche de prix Nobel, c'est pas ce qui nous concerne nous, mais Non. si on revient sur des choses un petit peu plus globales, ce qu'on constate, et eux ils ont été d'accord dans cet entretien-là, c'est que l'IA finalement, oui, elle va détruire des emplois, mais ce sera plutôt des emplois de type junior qui vont être remplacés par l'IA, et les seniors vont devoir prendre un petit peu de niveau, prendre un petit peu de recul, de passer peut-être plus du côté de la supervision, ou alors de la côté de la spécialisation, donc dans l'encadrement. Et puis par contre, ils disent tous qu'il y aura d'autres emplois créés ailleurs, mais en tout cas, c'est voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Et ce qui est un peu surprenant, c'est qu'en fin de conférence, il faut une comparaison entre le développement de l'IA et la vente d'armes nucléaires. C'est-à-dire que ils ont tous les deux plaidé pour une régulation globale avant que cette boucle d'auto-amélioration arrive. Parce que, ben, une fois que c'est lancé, on sait plus qui a accès à quoi, et surtout pour faire quoi. Et c'est un peu inquiétant parce que en début de conférence, il nous disait que bah, ça arriverait dans 1 à 2 ans. Donc il faut vraiment se bouger là, hein. Et donc ça, c'était Google et Anthropic. Et puis dans la même conférence, on avait Satya Nadella, le CEO de Microsoft, qui lui avait une tonalité très différente, où il nous disait, mis dans l'avertissement et à moitié dans la menace, peut-être plutôt dans la menace, moi je l'ai ressenti comme ça, il nous disait, sans diffusion massive de l'IA dans les entreprises, sans une utilisation réelle, qui ne soit pas gadget, eh bien à ce moment-là, l'IA va perdre de sa légitimité. Alors, déjà, la légitimité à utiliser les ressources, l'eau et l'électricité, il a déclaré que ils allaient construire un centre de données près d'un centre d'énergie, je ne sais plus lequel, mais en disant, son propos c'était de dire non, mais en fait, on va pas utiliser les rabais consentis par les États parce que bon, on voudrait pas que la population commence à râler, parce que bah, c'est vrai qu'aux États-Unis, comme dans plein d'autres pays, il y a de gros problèmes d'accès à l'électricité. Et donc, si c'est les géants de la tech qui prennent tout et voilà, il peut y avoir une perte de légitimité sur l'utilisation des ressources. Et Et puis,
De- C'est déjà le cas, hein. J'ai vu des reportages au Chili, il me semble, où il y a d'énormes centres de données, des villes qui sont privées limite d'eau potable parce que toute l'eau est captée et pompée pour aller refroidir les data centers. ouais. Et oui, c'est une horreur. Voilà, c'est ça. Et en plus, on sait, on l'a déjà dit le mois dernier, que il y a des data centers qui ne tournent pas, qui sont construits, il y a les puces dedans, il y a tout est construit, mais ils ne tournent pas à pleine capacité parce qu'il manque d'électricité. Bon. Euh, le deuxième volet, c'était que, vu les investissements en cours et annoncés, enfin passés et à venir, eh bien en fait, s'il n'y a pas de rentabilité à court terme, eh bien, on va avoir des gros problèmes. L'économie va s'effondrer parce que les investisseurs vont réclamer une rentabilité, et puis il va y avoir une perte de confiance. Qui dit perte de confiance, comme c'est des actions cotées en bourse, elles vont perdre de leur valeur, et ben donc tout va s'effondrer, perte d'emploi, et puis c'est des entreprises tellement grosses que ça va avoir une conséquence sur toute l'économie, absolument toute l'économie. Vous vous souvenez de la crise des subprimes, perte d'emploi, perte de logement, les crédits, les organismes de crédit vont perdre de leur valeur, et tout va s'emballer. Pour moi, je veux ça comme une vraie menace de sa part, en disant commencez à vous servir de nos outils, sinon vous allez perdre votre boulot, tout le monde va perdre son boulot. Et on comprend qu'il s'inquiète parce que selon des derniers chiffres, on estimerait que Microsoft n'aurait que 3% d'utilisateurs payants de Copilot. Alors Copilot, vous ne nous entendez pas parler souvent de ça, parce Ouais. que ils sont pas dans le top, on va dire, mais vu leur niveau d'investissement, alors eux aussi, ils sont fâchés plus ou moins avec OpenAI, alors que c'était eux qui ont sauvé OpenAI, on C'est peut le vrai. dire. 3% d'utilisateurs payants, c'est pas comme ça qu'ils vont rentabiliser leurs investissements. Et couplé à ça, le fait que la branche Azure de Microsoft, la branche cloud, a eu des résultats un petit peu moins bons qu'espérés, enfin 1% moins bons qu'espérés, plus les annonces qui viennent de Satya Nadella, l'action de Microsoft a perdu 10% la semaine dernière, et ça remonte pas. Et 10% quand on pèse 3000 milliards de dollars, ben, ça fait mal. Ouais. Ça fait mal. On a également d'autres signaux qui font se poser des questions sur la pérennité de l'IA, en tout cas du côté des LLM. C'est qu'on a par exemple Yann Lequin, donc c'est un Français, qui est considéré comme un des pères de l'IA moderne, a longtemps travaillé chez Meta, chez Facebook. Et bien en fait, l'année dernière, il y a 6 mois à peu près, il a quitté Meta pour fonder sa startup. Et à l'époque, il a expliqué que, en fait, pour lui, les LLM, ce sont des cul-de-sac. C'est-à-dire les LLM, c'est des moteurs prédictifs qui sont entraînés à produire le prochain mot, en fait. Voilà. Donc c'est une vision assez étriquée, on va dire. C'est pas du tout le seul à penser ça. Donc lui, il est parti dans un contexte où il a perdu sur les visions IA. On a confié ça à un petit jeune qui, depuis, on a appris, faisait n'importe quoi, surtout au niveau RH. Et il est voilà. Et donc depuis, sa parole s'est libérée, même si elle a toujours été assez libre à Yann. Maintenant, on sait qu'il va créer sa startup à Paris. Ça s'appelle AMI Labs, AMI. Alors, c'est un acronyme en anglais, mais bon, comme c'est un français, c'est amusant. Et donc, il a déjà 3,5 milliards pour développer son entreprise. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'il ne va pas faire des LLM, eh bien, lui, il a la certitude que les IA, pour évoluer, c'est-à-dire pour passer à un saut, faire un saut quantitatif vraiment significatif, pour ne pas faire des développements incrémentaux de 3-4% à chaque génération, mais vraiment changer de paradigme quasiment, il pense que les IA ont besoin de comprendre le monde physique pour évoluer. C'est-à-dire qu'on va parler de world model, ou modèle monde en français si vous voulez, où en fait l'IA va comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire que quand elle génère une vidéo et qu'il y a un personnage qui passe derrière un autre, eh bien elle comprend vraiment ce qui se passe et elle est capable de faire quelque chose de cohérent derrière. Alors on y arrive déjà avec les modèles, les générateurs de vidéos actuels, mais si on transpose ça à un robot qui travaille dans une usine, eh ben, on a besoin d'un niveau de certitude encore bien supérieur. Hein. Quand on fait de la mécanique de précision, ou alors quand on déplace des palettes de plusieurs tonnes, eh bien, on a besoin de vraiment comprendre, d'avoir une compréhension fine de la physique. Et justement, ces IA qui visent à avoir un modèle monde, en fait, on va déjà les entraîner dans des simulateurs physiques, et comme ce sont des programmes, eh bien, en fait, ils peuvent s'entraîner l'équivalent d'1 million d'heures en une semaine. Voilà. Si on avait un robot et qu'on devait l'entraîner 1 million d'heures à s'entraîner à faire quelque chose de parfait, eh bien, ça prend qu'une semaine dans un gros data center, en fait. Et parce que les robots, ils sont
ils sont déjà performants, mais un humain apprend énormément plus vite. Sauf que on peut accélérer dans une simulation, et donc on a déjà des robots dans les usines. Je pense notamment à Boston Dynamics, vous savez, l'entreprise qui nous impressionne avec ses vidéos depuis de nombreuses années. Il y avait Big Dog, Spot, c'est le robot chien à quatre pattes là, sur lequel on peut mettre des caméras, des bras articulés, ou des mitraillettes d'ailleurs. Euh, Google a vendu cette entreprise à Hyundai, le fabricant automobile, enfin que nous on connaît en tant que fabricant automobile surtout, parce que justement le développement militaire ça plaisait pas trop aux employés de Google. Bon, bref, eux, ils ont tout intérêt à déployer le plus vite possible leur robot, donc Atlas, le robot humanoïde, dans leurs usines pour prouver que les robots ça marche et puis que comme ça peut leur faire vendre plein de robots derrière. Et en fait, on a la même chose chez Tesla, puisque les robots Tesla, alors là, c'est vraiment la même entreprise, aujourd'hui, c'est les robots commencent à construire les voitures Tesla. Et en plus, je vais en reparler, on va continuer à parler de Tesla et d'Elon Musk, mais on a aujourd'hui des lignes de fabrication de voitures qui sont arrêtées pour construire des robots à la place. Donc on voit qu'on a une synergie assez impressionnante de ce côté-là. Alors parlons d'Elon Musk justement. Il y avait des rumeurs il y a quelque temps sur le fait qu'il voulait fusionner ces trois plus grosses entreprises, donc Tesla, SpaceX et xAI. Donc xAI, c'est la partie intelligence artificielle, sachant que X, l'ancien Twitter, appartient déjà à xAI. Donc au fur et à mesure, ça se concentre. Et justement, on a appris cette semaine que SpaceX venait d'acheter xAI. Alors, à quoi ça sert tout ça? Eh bien, on constate qu'en fait, enfin, on projette plutôt qu'il est en train de construire un monopole d'infrastructure. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a d'un côté Tesla qui est à la fois, bien sûr, fait des robots, des voitures. Ils sont aussi, c'est une grosse partie de leur activité, ils font des centrales, des batteries électriques qui se déploient dans des usines, chez des particuliers, et en fait, on considère que c'est une centrale distribuée. Donc en fait, ils ont une grosse capacité énergétique, mais qui est un petit peu distribuée, et tout ça est piloté par de la coordination automatique en temps réel, qui est donc pilotée par IA. Donc on a le côté énergie du côté Tesla. Du côté SpaceX, on a la connectivité, puisque SpaceX, ils envoient des fusées, mais les fusées, elles servent surtout à déployer des satellites. Et puis on a xAI, qui est en train de construire le plus gros data center du monde, qui est un petit peu à la traîne par rapport aux acteurs principaux, enfin un petit peu à la traîne en termes d'usage, mais en termes de performance, ils sont au top niveau. Donc on a tout ça qui est cohérent, et s'ils arrivaient à avoir une majorité d'usage, donc un monopole de fait, on va dire, eh bien ça pourrait créer une situation très, très problématique pour la concurrence, pour la démocratie, pour tout en fait. Et si on revient sur l'achat de xAI par SpaceX, on peut se demander, si on se demande pourquoi ils ont fait ça aujourd'hui, c'est parce que xAI, ils sont au top au niveau des performances. Par contre, ils n'ont pas les moyens de Google et les moyens d'OpenAI parce qu'ils n'ont pas les mêmes investisseurs. Donc en fait, l'investisseur, c'est SpaceX. Donc en fait, Elon, ce qu'il fait, c'est qu'il donne les moyens de SpaceX au développement de xAI pour faire face aux concurrents, aux géants concurrents. Et puis, donc je vous parlais des fusées qui envoient des satellites. Aujourd'hui, il y a 15 000 satellites, j'arrondis, autour de la Terre. Sur ces 15 000 satellites, il y en a 10 000 qui appartiennent à SpaceX. C'est impressionnant, donc un acteur, et là, ils ont déposé une demande pour déployer 1 million de satellites sur plusieurs années, mais donc ça veut dire qu'on va avoir une constellation 100% ou 90% SpaceX autour de la Terre. Donc c'est quand même impressionnant. Donc leur projet, c'est quoi? Et j'ai quasiment terminé, c'est de déployer des data centers en orbite haute, donc assez loin de la Terre, on va dire, pour bénéficier d'une énergie infinie, l'énergie solaire, et d'un refroidissement passif infini, puisqu'il fait très froid là-bas. Et lui, il promet à ses employés, quand il dit ça, il dit sans maintenance. Bon, on verra. Et donc, comment est-ce que on amène tout ça, toutes ces données-là à la Terre? En fait, il y a une constellation de satellites en orbite basse qui va permettre de faire le relais entre le data center et la Terre, donc c'est-à-dire nous, avec des connexions directes au téléphone sans infrastructure ni antenne. Et ça, c'est en cours de développement, de déploiement. Donc, en fait, ils
il passe au-delà des infrastructures terrestres, il passe au-delà des gouvernements, des régulations éventuellement, puisque bah, il y a personne pour empêcher pour bloquer le signal en fait. Donc ça c'est le court terme. Figurez-vous que ça c'est le court moyen terme, et le long terme c'est de construire des usines sur la Lune, notamment pour prélever les minerais sur la Lune et puis faire des usines là-bas. Et puis, bah, bien sûr, on le sait, coloniser Mars. On en parle moins ces derniers temps, mais depuis le début, c'est l'objectif d'Elon. Voilà. Bon, donc en conclusion, bulle ou pas bulle? Est-ce que je vous ai parlé d'une bulle là? Ben, même si c'est pas une bulle, on parle, là je vous ai parlé d'investissement et de technique, on n'a pas parlé des conséquences en termes d'emploi et d'environnement. Donc déjà, il faut pas oublier cette partie-là. Mais en réalité, on voit bien que c'est une bulle, parce que tout ce que je vous ai raconté là, ça fonctionne uniquement si ça se déroule comme prévu. Et en fait, on voit qu'il y a un gros décalage entre les investissements astronomiques, c'est le cas de le dire, et des projections de revenus qui sont aujourd'hui nulles. Il y a vraiment une grosse inquiétude. Je pense qu'il y a une panique du côté, on l'a vu du côté de Satya Nadella, mais les autres, ils doivent pas être bien mieux. Et donc la question, c'est est-ce que enfin pour moi, c'est une bulle, c'est sûr. Pardon pour la caméra. Mais est-ce que cette bulle, est-ce qu'elle va se dégonfler lentement? Et dans ce cas-là, on peut projeter une survie de Google et de quelques autres, et puis les startups, ben, elles vont se faire racheter ou elles vont péricliter. Et à ce moment-là, il y aura sans doute une récession, en tout cas un ralentissement de l'économie, plutôt du côté des USA, mais pas dans tous les pays du monde. Mais si la bulle explose, eh ben, on risque de connaître encore une crise économique mondiale, et ce serait peut-être la plus grande depuis longtemps. Et voilà. Donc, je ne sais pas quel est le scénario le plus souhaitable, mais ce qui est sûr, c'est que le pire n'est jamais certain, notamment l'avenue de l'AGI avec le robot qui vont prendre le contrôle des humains, etc. Ça, c'est pas du tout sûr, parce que il y a des réalités physiques et économiques qui font que on n'est pas du tout sûr d'arriver là. Voilà. C'est costaud comme sujet. Ce qui nous amène à la fin de ce récap du mois de janvier. On espère que ce partage de veille vous a plu, que ça vous permet de mieux appréhender le futur, enfin un des futurs possibles, on va dire, hein, voilà. Et si ça vous a plu, écoutez, encore une fois, dites-nous en commentaire sur YouTube, mettez un pouce, dites-nous quel sujet vous avez le plus interpellé, ce que vous voudriez qu'on traite peut-être aussi les fois suivantes, hein, si vous avez des pistes pour nous. Et puis franchement, abonnez-vous pour ne pas louper le prochain épisode. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour le récap de tout ce qui se sera passé en février 2026, avec des actus beaucoup plus orientés autour de WordPress cette fois-ci. C'est promis. C'est même pas que c'est promis, c'est que c'est évident. Voilà, c'est sûr, c'est sûr. D'ici là, passez un bon temps, de bonnes semaines, et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Ciao.